Donc d'abord, un mot sur les évolutions, en matière de logement. Très rapidement, bon, les évolutions sociétales, je crois qu'elles ont été nommées, vous les connaissez. On pourrait les caractériser par quelques mots. Bien sûr, la mobilité. Premier mot, donc je ne vais pas développer avec tout ce qui va avec. Un deuxième mot qui est peut-être une forme de rétrécissement, tout simplement aussi de l'espace du logement, quelque chose qui devient plus petit dans les faits. Et puis la notion du temps aussi qui change. La notion du temps avec cette idée que la ville ne dort jamais, avec cette idée avec Internet aussi qui change la notion du temps. À la fois par le fait que à travers Internet il fait toujours jour, mais aussi à travers le fait que le travail, la notion de travail changeant, ça intervient sur la notion de temps. Vincent, il faudrait parler plus près du micro. Plus près du micro, d'accord. Donc, premier point, je passe rapidement dessus parce que ensuite on y reviendra sans doute. Deuxième point, les évolutions réglementaires de tout poil. Là aussi, je ne vais pas développer, vous les connaissez tous. Thermique, les évolutions sur le plan de la réglementation, sur le plan thermique, le plan de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, etc. En fait, ce qui souvent pose problème, évidemment, c'est pas chaque chose en elle-même, c'est la conjonction des choses. C'est la compilation, c'est les incidences. Par exemple, entre les évolutions programmatiques et les évolutions fiscales, les effets pervers de certaines dispositions fiscales, qui peuvent conduire à une forme de déréalisation de la question de l'habitation. Déréalisation, c'est-à-dire qui font qu'on n'achète plus un espace, un logement, on achète un produit de défiscalisation, par exemple. Donc ça, c'est c'est une question très très préoccupante, en tout cas vis-à-vis de laquelle on doit se situer. Et puis les évolutions de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage, cette forme de déréalisation qui peut se passer dans le fait que de plus en plus d'architectes ont tendance à sous-traiter une partie de l'architecture fondamentale qui est la réalisation, qui est le suivi du chantier. Et ces phénomènes de sous-traitance touchent aussi bien les architectes, malheureusement, que parfois les maîtres d'ouvrage à travers les phénomènes de VFA ou qui sont voilà, ce sont des tendances lourdes. Alors, si je projette cette image, je ne sais pas comment, voilà, c'est parce qu'il me semble que dans cette question du logement et du logement social, il faut toujours avoir en tête le point d'origine. Le point d'origine, l'acte de naissance, on pourrait dire, du logement social. C'est pas tout à fait là, c'est avant, puisque le logement social, on peut déjà le voir à Venise dans les arcelotti, les logements justement des ouvriers des chantiers navals. Mais ici, c'est très intéressant de le voir au XIXe siècle à New York, la ville de tous les excès, et de voir que le logement social, l'acte de naissance vient de là, vient des excès en fait. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et pour nommer par exemple ce qu'on appelle l'appartement wagon, les appartements wagons que vous avez là, pardon. Voilà, enfin, vous les avez dans l'évolution des plans. Vous voyez que les évolutions des plans, de gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le sixième plan, vous avez 16 chambres. Sur les 16 chambres, il y en a 2 qui reçoivent le soleil, il y en a 4 qui reçoivent le jour, et toutes les autres sont sans jour. Pourquoi on appelle l'appartement wagon? Puisque les pièces sont disposées comme les wagons d'un chemin de fer, c'est comme ça qu'on l'a appelé comme ça. Donc toutes les pièces que vous voyez, il y a toute une partie des pièces, et c'est l'image que vous avez en bas à gauche, donc une chambre sans fenêtre. Chambre sans fenêtre, les célèbres exemples de Mott Street,
donc des immeubles qui sont collés les uns aux autres. Il me semble que c'est important d'avoir ça en tête. Alors, ces images sont extraites d'un livre formidable qui est Habiter New York, qui retrace cette naissance de l'habitat social, encore une fois, à travers les excès. Voilà, donc maintenant, bon, ça c'est pour la partie des évolutions. Évolution du... Alors pardon si c'est peut-être ça commence par une teinte un peu sombre. On va voir à travers ce que l'expérience qu'on essaie d'en avoir, à travers la façon. Donc la deuxième, c'était quelle est l'approche développée dans notre propre agence. Donc là, je montre ici ce plan qui est un plan d'une place de Venise pour parler de cette question de la mutation, ou cette question de la polyvalence, ou cette question qui a été posée tout à l'heure par Hervé Robin de comment est-ce que les choses changent, comment est-ce qu'elles peuvent être récupérées, comment est-ce qu'elles peuvent évoluer. Et c'est pour dire, j'aime bien ces exemples, pour dire que je préfère à la notion de polyvalence la notion de valence, tout court, qui consiste à dire que c'est plus difficile, on va dire c'est plus facile de détourner quelque chose de qualité que quelque chose qui n'a pas de qualité. C'est plus facile d'habiter dans un hôtel italien ou dans disons, une architecture de qualité, et de la changer et de l'investir par des nouveaux usages que de quelque chose qui n'a pas de qualité. C'est peut-être une des leçons des années 60-70 où on a fait des espaces, notamment dans le spectacle, où on pouvait tout faire. Et parfois, certains metteurs en scène ont dit on peut tellement tout faire qu'on ne peut rien faire. C'est-à-dire que, voilà, en tout cas, ça pose cette question de la polyvalence. Il me semble que les villes sont un exemple extraordinaire de valence. Là, si je montre l'exemple de Venise, c'est parce que c'est pour montrer cette histoire de type, ce que les architectes appellent, c'est peut-être tout simplement dans l'autre sens, non ? La notion de type. Alors, ce qui est intéressant pour moi dans la notion de type, c'est qu'un type d'architecture, c'est pas un insecte qu'on épingle dans une boîte, c'est une forme vivante. C'est une forme vivante. Un type, c'est une forme vivante de construction et c'est une forme vivante d'habitation. À Venise, ce qui est très intéressant, c'est que tout se construit à partir de trames constructives parallèles qui sont perpendiculaires à l'eau. Et toute la typologie vénitienne est construite à partir de ces simples trames qui constituent toute la ville. Avec 3 trames, une trame de distribution, une trame de distribution et aussi une trame qui est la trame de plein pied avec l'eau, qu'on appelle le fontego, qui vient du turc, le funduk, l'entrepôt, et puis toute la distribution qui s'organise à partir de cette trame. Voilà, c'est pour dire donc cette première notion, cette question de la qualité. La qualité peut se détourner. Deuxième notion, la notion d'habitation. Alors, pourquoi je préfère la notion d'habitation à la notion de logement, même si le logement, c'est bien pratique. C'est pratique de dire le logement parce que effectivement, on l'utilise et je l'utilise tous les jours. L'étymologie du logement, le logement, c'est un terme militaire. Le logement vient de la troupe. L'habitation, c'est un peu plus complexe. L'habitation vient de habere, c'est-à-dire avoir. C'est un peu étonnant parce qu'avoir, on associerait peut-être plutôt ça à un être plutôt qu'un avoir. Sauf que ce n'est pas n'importe quel avoir, c'est avoir demeure. L'habitation, c'est avoir demeure. Avoir demeure, demeurer. Donc l'habitation va avoir avec le temps, avec le fait de demeurer. Et du reste, il y a énormément de mots dans l'habitation, manoir, manéré, demeure, demeurer, avoir demeure. Je pense que fondamentalement, donc je trouvais très intéressant cette histoire des taux de rotation. Et pour moi, c'est le fondement de l'habitation. L'habitation, ce n'est pas du zapping, ça a à voir
avec le temps. Donc ça, c'est pour moi un des fondements. Je montre ce dessin que j'aime beaucoup de Charoun, qui est un dessin sur cette idée de l'espace du milieu, c'est-à-dire que Charoun va penser ses projets à partir de cette notion en allemand Raum der Mitte, l'espace du milieu, et il organise toute sa pensée de l'architecture, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour le Philharmonique de Berlin, que ce soit pour les maisons, à partir de cette notion fondamentale d'habitation, qui est le cœur finalement de son métier. Alors, le troisième point, j'allais dire, c'est très banal et en même temps c'est très important pour moi, c'est la question de la situation. C'est-à-dire que chaque projet est l'occasion, offre une situation particulière. Une situation dans l'espace, évidemment, chaque projet est situé, et aussi une situation dans le temps, qui fait qu'on peut faire un projet à un moment et que 10 ans après, on ne peut plus le faire. Enfin, on en fait un autre. Parce que la situation a changé, la situation économique, le programme, un certain nombre de choses ont changé. Donc cette notion de situation, et je voudrais illustrer donc sur 3 projets, 3 situations particulières. Je vais montrer 3 en essayant de distinguer, de montrer dans chaque projet qu'est-ce qui caractérise la situation. Quelle est la question? Comment elle se posait? Sachant qu'aujourd'hui, elle ne se poserait pas forcément toujours de la même manière. Je vais peut-être prendre un pointeur dans mon sac, puisque celui-là, je pense que je vais en avoir besoin. Donc, premier projet, c'est à Montreuil, c'est une opération de logement, de 80 logements à Montreuil, sur un plan qui a été élaboré par Alvaro Siza. Donc le plan Siza, que vous voyez ici, et qui se traduit par ces bâtiments qui ont une espèce de disposition bizarre, d'espèce un peu de barres ou qui sont pas tout à fait parallèles, c'est une disposition par rapport au centre de Montreuil. Alors là, je situe le centre de Montreuil, mais décidément, celui-là non plus. J'ai pas de chance. C'est un peu plus bas, les gros bâtiments, vous avez là l'arrivée du métro, et ces bâtiments sont disposés en fait avec... D'accord, c'est le bouton du haut. Très bien, merci. Donc, la mairie de Montreuil se trouve ici, et le métro ici. Et l'opération dont je vais parler sont les 2 bâtiments qui sont ici en rouge. Alors, la disposition de ce plan a été élaborée avec un paysagiste qui s'appelle Corajou, vous connaissez sans doute, et il a été élaboré à partir d'une culture particulière qui existe à Montreuil, ça aussi vous en avez bien sûr entendu parler, qui est celle des murs à pêche. Le principe des murs à pêche, il est très simple. C'est un abbé au XVIe ou XVIIe siècle qui s'est rendu compte que quand on faisait 2 murs parallèles, plutôt vers le sud et dans la pente, les pêches poussaient mieux, étaient meilleures. Donc il y a tout un texte sur la qualité des pêches et le fait que ces pêches étaient meilleures. Et donc, il y a toute une partie de bâtiments et de murs de Montreuil qui sont construits donc, dans le sens de la pente. Ils sont construits de sorte que l'eau, effectivement, ruisselle. Et le plan CISA donc, part de cette disposition de mur. En fait, le plan CISA aussi se traduisait par 2 bâtiments déjà définis, dont l'épaisseur était définie, avec une densité définie. Donc c'était un petit peu un travail d'interprétation au départ. C'est-à-dire que ces 2 bâtiments que vous voyez ici, le plus petit et le plus grand, leur épaisseur était donnée, une épaisseur très conséquente, d'une quinzaine de mètres, et aussi une orientation très particulière, nord-sud. C'est ça qui a guidé le projet. Et pour comprendre le projet, on reviendra peut-être au plan, il faut voir la coupe. La coupe, en fait, elle est déterminée par le fait qu'à un moment, ici c'est le nord, et là c'est le sud. Donc ce sont 2 duplex inversés,
un duplex montant et un duplex descendant. Ça, c'est la base du projet, de sorte que tous les séjours sont au sud et les chambres sont de l'autre côté. Une partie des chambres au sud aussi, mais tous les appartements sont traversants et possèdent le sud avec ce système d'alternance de coursives qui au départ était placé plus bas que le logement, puisqu'on pouvait le faire, mais entre-temps la législation PMR a changé, et donc comme ce projet s'est élaboré sur 10 ans, voilà, ça a changé une de ces données du projet. Ce que vous avez en haut, donc c'est l'esquisse de principe. Ici, duplex montant, avec l'escalier qui ne monte pas jusqu'en haut, de sorte qu'on récupère ici l'espace de l'escalier. On le voit un petit peu ici. Voilà. On récupère l'espace de l'escalier. Et ici, là, le duplex montant, donc ce que l'on voit depuis l'entrée. Depuis l'entrée, on a eu une vraie entrée et en même temps une transparence vers le séjour avec l'escalier qui se découvre en partie basse, de sorte qu'il puisse lui aussi participer à l'enchaînement du séjour et de l'entrée. Voilà. Alors, le maître d'ouvrage, c'était la CMI Mobé, avec qui s'est élaboré ce projet, où il y avait un certain nombre de relogements, de grandes familles, de très grandes familles. Et puis s'est posé à un moment la question de « mais oui, mais ces logements, ils sont très grands ». Alors, la grandeur de ces logements, elle était due à ces 15 mètres, et aussi, elle était due à l'orientation particulière, c'est-à-dire une face sud, pur sud, pas sud avec de l'est, ou pur sud, et une face nord, pur nord. Et il y a eu un moment de discussion, il y a eu un moment à la mairie, une réunion un peu agitée avec... lors de cette réunion, voilà, je reviens au plan, parce que je voyais un petit peu les choses venir, j'ai dit, écoutez, il y a une manière, il y a une possibilité de faire 2 fois plus de logements plus petits. Vous faites un couloir au milieu, vous mettez des logements d'un côté au sud, vous mettez des logements d'un côté au nord, et j'ai rajouté, et vous prenez un autre architecte. Ce ne sera pas moi. Et en fait, ça a tout à fait apaisé les choses, paradoxalement, puisque le fait de formuler cette solution qui était pour moi impossible, a fait que finalement, donc, ce projet a fini par se faire. Donc pour montrer effectivement ces faces qui sont très contrastées, une face sud avec des balcons qui sont conçus pour qu'on puisse mettre des tables, pour qu'on puisse vraiment se mettre à l'extérieur, donc avec une face qui prend le soleil. Ce que l'on voit, c'est la tour de l'URSSAF qui depuis a été donc rénovée, très bien du reste. Et puis la face nord, donc, qui est très différente, avec, voilà, je passe assez vite puisque... Alors, une chose caractéristique dans ce projet, c'est aussi l'échelle et le traitement des faces est et ouest. C'est-à-dire que si je reviens ici quand même sur ce plan, ce que l'on voit, c'est la règle. La règle, ce sont les montants et descendants, et puis les variations. Les variations, c'est quand on arrive aux extrémités, puisque ces coursives sont des coursives relativement courtes, on a des logements qui ne sont pas des duplex, mais qui sont des traversants. Et puis aux extrémités, de nouveau, on a des logements différents. Ce qui fait que ici, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 de la règle, et 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, il y a 5 exceptions, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a à peu près autant d'exceptions que de règles. Mais ces exceptions sont naturelles, puisque ces exceptions, encore une fois, elles sont le fait de ces extrémités. Alors ces extrémités, là on est sur l'espace public, et on va voir ici ces appartements qui sont de temps en temps des simplex et de temps en temps des duplex, et qui permettent de traiter l'échelle du bâtiment sur l'espace public. Donc je vais montrer ici cette échelle, et peut-être d'abord montrer la photo générale de cette échelle. En fait, cet immeuble, il fait R+8.
il fait R plus 8, mais il superpose des, il superpose des duplex, des simplex, des duplex, de sorte que on n'a pas du tout cet effet qu'on a ici, où là, on voit effectivement qu'on a 8 ou 9 étages à travers ce jeu de l'échelle. Ce jeu de l'échelle qui consiste comme à superposer des maisons avec un effet aussi entre les deux bâtiments qui ont à la fois une familiarité et qui sont différents. Voilà, ça c'est l'intérieur de l'un d'eux. Du reste, ça c'est la vue extérieure donc d'un de ces duplex et la vue intérieure d'un autre duplex. Ce n'est pas celui qu'on voit sur l'élévation là, c'est l'autre sur le plus petit. C'est-à-dire il y a deux, encore une fois, bâtiments qui sont emparentés mais qui sont d'aspects différents. Deuxième exemple, deuxième situation particulière, c'est à Montfermeil. Montfermeil, Cité des Bosquets. Cité des Bosquets, donc un projet de Bernard Zerfus de 1960, plus de 10 000 logements, ce que vous voyez ici. Et au départ, ce n'est pas du tout du logement social. Ça n'est pas du logement social. Au départ, c'est une espèce d'opération, de grande opération immobilière sur un plateau. C'est le plateau donc, de la forêt de Bondy. Et cette opération est censée aller avec le tracé de l'A86 qui, normalement, à l'origine, devait passer sur le plateau de Montfermeil. Donc une jonction directe pour Paris. Cette jonction ne se fit pas. Et peu à peu, ces logements ont été revendus. Alors après, c'est l'histoire des marchands de sommeil, cette histoire que vous connaissez tous. Et puis, une histoire très intéressante sur le plan foncier. C'est-à-dire qu'autant, du point de vue de l'espace, c'est effectivement l'idéologie de la ville, du parc habité, ou des maisons dans le parc, etc., des immeubles dans un parc, qui sont théorisés par Le Corbusier dès les années 20. Moyennant quoi, c'est toujours intéressant de mettre ça en rapport avec la réalité du foncier. La réalité foncière, c'est ce plan que je trouve très intéressant, celui-ci. Celui-ci, c'est le plan du foncier. Et qui montre toutes les couleurs différentes. C'est des fonciers différents qui ne correspondent pas au bâtiment. Donc pour moi, c'est l'image d'un port, un port avec des navires, et puis toutes les amarres qui sont emmêlées par en dessous, un truc indémêlable. Donc avant qu'il puisse y avoir un programme en rue, il aura fallu 20 ans pour démêler la question foncière. Donc ça, c'est très intéressant parce que si on met en regard l'espèce de grande liberté, les immeubles dans un parc, et puis la réalité foncière qui était tout à fait différente. Donc on est intervenu là-dessus. Les immeubles de Zerfus, il y en a deux sortes. Les B12, les B14. Ça sonne comme une bataille navale. Les B12, c'est ceux-là. Et les B14, ceux-là. En fait, on va voir le plan. Les plans sont de qualité. Là aussi, ça rejoint les plans qui étaient montrés. On va voir, les plans sont de qualité. Le problème des B12, c'est des immeubles de R+12 avec des ascenseurs toujours en panne. Et là aussi, la hauteur, pour moi, la hauteur, ce n'est pas une question esthétique, parce qu'il peut y avoir de très beaux immeubles hauts, mais c'est une question de luxe. Je pense que la hauteur va avec le luxe. La hauteur, ça va si dans une tour, quand on rentre dans un hall, c'est effectivement... Pour moi, les tours ont besoin d'un engrais qui s'appelle l'argent, et ça pousse avec ça. Moyennant quoi, ici, donc les B12, alors ça, le plan d'urbanisme prévoyait effectivement la démolition des B12, et par contre, la conservation des B14, qui vivaient très bien. Pourquoi ? Parce que c'est des immeubles qui peuvent bien vivre sans subvention, c'est-à-dire même un peu ruinés, ça marchait. À l'intérieur, on voyait que c'était de qualité. Je vous montre les plans. Voilà, vous voyez tout de suite sur les plans un 3 pièces, formidable, une vraie entrée, traversant,
cuisine, séjour, vous voyez, c'est absolument extraordinaire. 3 pièces, 58,80 mètres carrés. Donc là aussi, une qualité, une distribution en lumière naturelle. Vous voyez, la distribution ici, vous la en lumière naturelle. Et puis un 4 pièces de 68 mètres carrés, ben, exactement la même chose. Donc une très grande qualité. Alors évidemment, la question aujourd'hui, c'est si vous montrez un projet comme ça, on va vous dire, mais un immeuble de 9 mètres d'épaisseur, mais vous êtes fou. Vous êtes fou. Et moyennant quoi, ce qui est intéressant, et ça, c'est là où on rejoint la question de la situation, c'est que la situation permet de faire des pas de côté. C'est-à-dire que ici, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de conserver la conservation donc, qui était déjà proposée au concours, puisque le concours, c'était un concours de 250 logements, 90 en réhabilitation et 160 en neuf. Et le plan d'urbanisme avait été établi par Germe et Jam. Voilà. Donc le travail s'est fait sur ces bâtiments, à partir de ces bâtiments, à partir d'un mode constructif intéressant, puisque ce sont sur 2 bâtiments, le B14 et le B14A. Le B14, c'est le premier, c'est le prototype, il est plus intéressant, et le B14A, c'est après, tous les bâtiments se sont faits sur ce mode constructif, avec des panneaux avec de la pâte de verre, et des panneaux qui sont des panneaux en double épaisseur, de sorte que l'isolation était à l'intérieur des panneaux. Voilà, donc, oui. Ah, le plan, pardon. Oui. Oui. Il fait un peu plus de 9 mètres d'épaisseur, mais c'est ça, c'est une épaisseur donc, très... Voilà. Oui. Donc c'est pratiquement un carré, le 3 pièces. Oui. Voilà. 9 x 9 81, mais... Ça ne peut pas faire 58 mètres carrés. Ah si, ça c'est les surfaces... C'est pas possible. Si, je suis désolé, c'est les... Je suis désolé, mais il y a une erreur quelque part. À l'œil, c'est un... Non, mais je fais beaucoup de 3 pièces. Hein. Donc je pense qu'il y a une erreur quelque part. C'est pas un appartement de 80 mètres carrés. Et c'est pas un appartement de 58 mètres carrés, surtout si il fait 9 mètres d'épaisseur. Non, mais c'est géométrique. C'est... Ben, Oui, c'est un carré. Ou alors, parce que je suis bigleux, mais c'est pas possible. Non, c'est très important parce que la question de la surface. Bon, je communiquerai la surface exacte à Frédéric Laine de sorte qu'elle sera diffusée, mais ce sont les vraies surfaces, puisque ce sont les surfaces qui ont servi à l'appel d'offres pour calculer les sols. Donc, voilà. Alors, c'est peut-être encore moins que 9. Voilà, c'est pas 7 puisque 7 x 7 ferait 49. Je suis sûr que c'est supérieur à 8. Je suis sûr que c'est supérieur à 8. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, on précisera ça. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est tout à fait remarquable ici, c'est que dans cette typologie, vous avez très peu de distribution. Vous avez une distribution extrêmement courte, et ensuite vous avez des pièces, et des pièces qui ne sont pas très grandes. Hein. Voilà. Oui. Alors, le rez-de-chaussée est surélevé de quelques marches, et de sorte que le sous-sol est ventilé. Hein. On a un sous-sol qui fait une espèce de base qui fait que le rez-de-chaussée est légèrement surélevé par rapport au sol de la pièce, qui était très fréquent dans ces architectures, de sorte que, encore une fois, le sous-sol était naturellement ventilé. 1960. Alors là, je vais montrer, donc c'est à partir le projet de 1960, donc ça a été construit entre 60 et 65. Là, je vais montrer quelle a été l'intervention sur cette architecture. Donc, une intervention qui était très, très importante, c'était sur les menuiseries, avec cette idée d'essayer d'éviter la solution de la bouteille thermos, puisque cette architecture, elle a une qualité,
elle a un dessin, des proportions. Donc l'idée, c'était de travailler à partir de, j'allais dire, de la métrique du bâtiment, qu'on peut comprendre ici, et qui réside dans une alternance ici de balcons qui sont placés en quinconce d'un côté et de l'autre. Là, ce que vous avez en bas à gauche, c'est le prototype de menuiserie qui a été fait, de menuiserie en bois. Alors ce qui était intéressant, c'est que vu les dimensions des menuiseries, on ne pouvait pas faire des menuiseries en PVC, sinon il aurait fallu les armer avec plein de métal, et donc ça exclut. Et puis aussi l'idée, c'était de dire que les menuiseries faisaient partie de l'écriture. Donc ce que vous voyez ici, c'est la journée de pause de la menuiserie, puisque l'intervention s'est faite en milieu habité. Donc il fallait, pour ces menuiseries, il fallait pouvoir les poser en une journée. Voilà, ça c'est la face sud, après transformation des menuiseries, et ça c'est le B14, c'est-à-dire c'est le bâtiment où toute la façade était libre. La façade n'est pas porteuse. Donc là aussi, pour répondre à la question thermique, c'était effectivement facilité dans la mesure où le fait de réécrire toutes les menuiseries, évidemment, changeait la nature de la peau de la façade. Alors, l'une des questions de cette architecture, c'est qu'elle peut faire 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres, rien ne l'arrête. Donc c'est une espèce de... Même si elle a une qualité, donc dans le projet urbain, il y avait un certain nombre de voies qui permettaient, là encore, de prolonger, des voies qui permettaient de traverser cette cité des bosquets, et qui sont des occasions de retournement. De retournement, c'est-à-dire à un moment de dire, voilà, ça s'arrête, et il y a un petit immeuble, là, qui est celui-ci. Là, il y a 6 logements qui permettent de se retourner. Et voilà, un retour ici qui montre que le point de vue, à ce moment-là, qui offre un point de vue différent, des vues est-ouest, et une manière, à un moment, de terminer, justement, ce qui ne se termine pas. Ceci montre aussi que le traitement devient dissymétrique, c'est-à-dire qu'au nord, on va trouver ici, on voit en rez-de-chaussée des parkings, là-bas, pardon, ce que vous voyez, la toiture en zinc, et de l'autre côté est une face qui est différente de la face sud. Voilà. Je montre juste ensuite, assez rapidement, les deux principes de logement pour la partie neuve, qui sont des logements traversants. Ici, on voit, ça c'est le plan général. Donc tous ces logements est-ouest sont traversants, et ensuite ici pour montrer le type qui a été développé par rapport à tous ces logements qui sont ici sur des plots, et qui est un type en L qui est fondé sur l'association de la cuisine et du séjour, avec cette idée d'articuler les deux pièces. Chaque pièce est une pièce, et en même temps elle communique. On va voir dans une photo suivante. Voilà, ça c'est une idée, ça c'était au niveau du concours, depuis le séjour, une vue depuis le séjour, où on voit la cuisine, le séjour, et une troisième pièce qui est cette pièce-là, que j'appelle une pièce, qui est le balcon, qui est une espèce de carré, qui est une pièce qui fait 6-7 mètres carrés, qui permet là aussi de proportion carrée, qui permet d'y mettre une table et des chaises. Voilà, ça c'est une vue de la cuisine. Donc cette typologie fait que tous les appartements sont orientés soit sud-est, soit sud-ouest. Ils ont tous donc ce principe de L, et on le trouve donc avec des formes différentes, soit en extrémité, pardon. Voilà, ici par exemple c'est ça, ceux-là, ou ceux-là qui ont encore une fois des proportions différentes. Donc là c'est sud-est, ça c'est sud-ouest. Là encore, sur le même principe, on trouve des formes différentes.
Voilà. Et là, en fait, ce qui était intéressant aussi, c'est que finalement, l'architecture de Montfermeil, c'est elle qui a orienté le projet. C'est un peu la toile de fond et tout, et qui a encore une fois, cette orientation, puisque l'orientation, si on voit le projet initial, c'est une orientation nord-sud pure et dure par rapport à un tissu qui n'est pas du tout dans cette orientation-là. Donc maintenant, effectivement, que ça existe, on repart. Effectivement, il n'est pas question de refaire table rase. La dernière opération que je vais montrer est à Reims. Donc Reims, vous connaissez, c'est une autre ville reconstruite, c'est une autre ville qui a connu effectivement de fortes destructions pendant la guerre, si ce n'est que ces destructions sont les destructions de la Première Guerre. Et la nature de la reconstruction est tout à fait différente puisque c'est une reconstruction à la parcelle. À la parcelle, c'est-à-dire qu'on a reconstruit sur la structure urbaine de la ville. Ça a donné toute une famille d'architecture qui est très intéressante, d'architecture en béton, tout en béton. Vous voyez, les toitures sont en béton. Il y a toute une série d'édifices qui sont de très grande qualité et qui ont été... donc, Reims a été reconstruite sur ce principe. Autre exemple de reconstruction, c'est, vous connaissez sans doute, la charpente de la cathédrale, qui est une charpente en béton, qui a été reconstruite là aussi, après de nombreux débats pour savoir s'il fallait ou non reconstruire. Je ne vais pas m'étendre dessus, je vais essayer de terminer rapidement. Donc là, je voudrais montrer un projet qui s'est fait en rive de la cité, d'une des cités jardins de Reims, la cité du Chemin Vert, qui est celle-ci, qui est la plus grande d'entre elles, et voyez que son emprise correspond pratiquement à l'emprise du centre historique, c'est-à-dire une très grande cité-jardin, très belle cité-jardin, avec de grands jardins, qui est un peu on pourrait dire, le trésor de guerre, en quelque sorte, du foyer rémois. Le foyer rémois, c'est l'un des grands bailleurs sociaux de Reims, avec l'effort rémois, le foyer rémois et la rémoise d'habitation. Mais le foyer rémois, donc, c'est vraiment cette opération qui a été faite après la guerre de 14 pour reloger des familles, et en particulier des veuves de guerre, avec ce principe de jardin, de maison, d'un tracé particulièrement orienté par rapport à l'édifice emblématique de la ville, qui est la cathédrale. Donc ici, cette voie est dans l'axe de la cathédrale. Et puis, avec toute une série d'édifices publics, une école, une église, une crèche, toutes sortes de locaux, avec des peintures de Maurice Denis, avec des vases de Lalique, avec donc, vous voyez, cette opération qui mêle avec une espèce de synthèse extraordinaire des arts, et le fait que c'est resté, comme on dit aujourd'hui, dans son jus, c'est-à-dire dans l'église Saint-Nicaise, il y a les chaises dessinées par Auburtin, il y a encore les vers de Lalique, il y a encore les peintures de Maurice Denis, il y a c'est une chose tout à fait extraordinaire. Donc on s'est beaucoup intéressé, je me suis beaucoup intéressé à évidemment cette cité contre laquelle j'étais amené à intervenir, et notamment à l'un des types de la cité que j'ai trouvé très intéressant, qui est le type K. Il y a, je crois, 17 types différents. Et ce type K, qui est en fait un 4/4. C'est un 4/4, c'est pas un gâteau, mais c'est en fait c'est le principe du carré mulhousien, qui est ce plan étant un plan qui représente à la fois le rez-de-chaussée à gauche et l'étage à droite. Vous avez 4 quarts qui sont orientés deux à l'est et deux à l'ouest. Alors, ils ont chacun une double orientation. Il y en a qui sont sud-est, sud-ouest et d'autres nord-est, nord-ouest, mais ils ont chacun du soleil. Alors, ce que j'avais remarqué, et ce qui est très intéressant, c'est que malgré tout, c'est une maison. Une maison. Et ce qui est intéressant dans ce phénomène de la maison, c'est que quand vous habitez un quart de la maison, vous habitez la maison. Vous habitez la maison en entier. C'est exactement le même phénomène qui se passe en ville. Vous habitez une petite chambre à Paris, vous êtes étudiant, vous habitez une petite chambre à Paris, vous habitez Paris. Voilà, c'est un phénomène pour moi très important qui est
le phénomène de cette identification au lieu où on habite. Moyennant quoi, il faut que cette identification puisse avoir lieu, et pour qu'elle puisse avoir lieu, je pense qu'il faut qu'il y ait une qualité. Il faut qu'on puisse nommer, et voilà. Donc ça a été un petit peu le principe du projet, sauf que le projet était là aussi dans une disposition tout à fait différente, c'est-à-dire une orientation nord-sud. Donc on ne pouvait pas avoir la même chose. On ne pouvait pas faire la même chose. On ne pouvait pas appliquer le principe du carré mulhousien à ce projet. Donc le principe, là, et très vite ces esquisses sont données, c'est 3 logements en bas, 2 logements au premier étage, 1 logement en haut, donc 6 logements, une maison de 6. Alors l'ampleur du type K, c'est à peu près 27 mètres. C'est 27 mètres de long, c'est-à-dire une grande ampleur. Et là, on joue sur des ampleurs équivalentes, c'est-à-dire plutôt qu'avoir des petites maisons, on a une grande maison, et c'est un petit peu le thème de la maison partagée, avec des appartements qui sont naturellement de plein pied, avec le fait qu'on était en rive, une distribution par cour en partie basse. Ici, on verra tout à l'heure le plan. Décidément, il n'y a plus beaucoup de jus. Et aussi, ces ondulations permettent de percevoir par derrière la cité du chemin vert. Voilà, on va voir quelques photos de ces maisons qui sont construites sur ce principe, avec tout à fait à gauche la cour de distribution. On aperçoit là-bas la cité du chemin vert avec l'église néo-byzantine de Saint-Nicaise. Et puis ce qu'on aperçoit au premier étage, c'est cette distribution, cette coursive qui dessert 3 logements à l'étage. Voilà, ça c'est la cour de distribution. Alors ces cours deviennent décorés et assez spontanément, les repas de voisins se passent ici. Il y a 6 maisons comme ça, donc 6 x 6, 36, il y a 36 logements. Dès le début, on savait qu'il y ait... Alors, dans le rapport avec la maîtrise d'ouvrage, ce qui était intéressant, c'est que la maîtrise d'ouvrage nous a pas dit c'est tant de logements, et elle nous a demandé de mesurer le site avec un projet. Et je trouve que c'est toujours intéressant, cette idée que on ne part pas forcément d'un programme qu'on va parachuter mais l'idée qu'on va mesurer un site à travers un projet. Voilà, donc dans cette cour, je vais monter. Alors, côté cour, côté jardin, côté sud, on est en adossement avec un mur d'enceinte qui est l'ancien mur de la caserne Jeanne d'Arc. La caserne Jeanne d'Arc et ce mur avec les maisons tout à fait de l'autre côté. Et on a convaincu le maître d'ouvrage de conserver ce mur parce que ce mur, c'était ce qui permettait l'adossement et donc le voisinage et donc le bon voisinage. Alors que si on démolissait ce mur, le voisinage pouvait être plus problématique. On monte à l'étage. Voilà, là on est dans la coursive et là de l'autre côté jardin. L'un des appartements donc de l'étage avec, on va voir... ça, c'est le premier étage, donc ces appartements traversants, habités. Et puis, l'appartement du deuxième étage, où, évidemment, sur la coursive, on entre directement dans l'entrée, et donc l'escalier est à l'intérieur du dernier logement. Voilà, ça c'est la partie haute. Alors, ensuite, au rez-de-chaussée, on a le jardin. Dans les étages, on creuse dans la toiture, j'ai appris depuis que ça s'appelait des tropéziennes, moi je les appelais des baignoires, c'est-à-dire on les creuse dans la toiture pour donner là aussi des vraies pièces extérieures et éviter les balcons qui donneraient sur les jardins. Donc c'est ce que l'on voit sur la gauche. On va le voir ici. Alors ça c'est l'appartement habité avec des meubles donc, qui ont été faits par les habitants à partir des espaces. Je vais juste revenir dessus, mais juste pour montrer voilà, le principe de ces baignoires qui sont décalées d'une face à l'autre et qui permettent, encore une fois, de donner des vues à la fois sur la cité-jardin et de l'autre côté vers la cathédrale. Alors là, le pas de côté, il est aussi du point de vue des surfaces, sur le fait que on va récupérer ceci jusqu'à ici, on va aller jusqu'à 60 cm, de sorte que l'espace perçu
est plus grand. Là aussi, on est dans des surfaces, on est dans des surfaces de logement social, mais moyennant quoi, on peut avoir une sensation de surface qui est plus grande que celle. Et puis, on est dans la logique de cette maison, donc dans le fait que c'est sous pente. Et ces sous-pentes sont perceptibles au 3e étage, bien sûr, au 2e, mais aussi au 1er. C'est-à-dire que même au rez-de-chaussée, on est sous le même toit. Voilà, juste pour montrer les plans. Donc le principe des cours, avec un escalier qui vient du parking qui est en sous-sol. On a un parking où on rentre ici. Et le parking, on a un parking qui ne dessert des places que d'un côté. Donc ça, c'est ce que tous les économistes redoutent évidemment, qu'on ait des places d'un côté seulement, moyennant quoi, globalement, l'opération on était à 1 350 € le mètre carré. Donc c'est une opération voilà, où on a respecté les coûts. L'intérêt, c'est que chacun et les places dédiées au sous-sol peuvent remonter directement dans leur courée. Directement ici, donc on a chaque fois l'escalier, on remonte dans la courée, après on prend la coursive, on arrive au premier étage, au premier étage, donc on a ceci, avec première porte, avec ceux qui donnent sur la coursive, ce sont exclusivement des pièces d'eau. Deuxième porte ici, avec l'escalier qui va monter vers le 2e étage, et puis 3e escalier en fond de coursive. Voilà. Et donc le plan diminue chaque fois pour faire une espèce de chaîne de maisons. C'est pas seulement une maison, c'est une chaîne de maisons. On va voir depuis la cité du chemin vert, ça c'est depuis la cité existante, donc comment est perçue. Donc la nouvelle opération a été tout à fait acceptée, enfin adoptée tout de suite, parce qu'elle constitue en quelque sorte une rive de côté ZAC Jeanne d'Arc. Alors la ZAC Jeanne d'Arc, donc c'est une ZAC avec des immeubles modernes, mais cette opération crée une espèce de jonction et de transition avec la ZAC qui est à côté. Voilà, on voit ici, c'est en cours de chantier, c'est pas fini, mais on voit ici cet ensemble des maisons avec des variations. Vous voyez cette espèce de cheminée, on en a une ici, on en a là. En fait, c'est la ventilation du parking. Donc c'est une manière aussi d'intégrer les ventilations du parking dans la volumétrie. Et puis beaucoup de variations. Ici, on a un élément qui vient terminer la série et qui se retourne. On a 3 mètres de dénivelé entre le bas et le haut, et depuis ces logements, donc on peut se retourner, on se retourne complètement vers le centre de Reims et vers la cathédrale. Et puis ici, le dernier élément, tout à fait en bas, qui est aussi tout à fait différent. Encore une fois, on a pu, à partir de ce principe des 6x6 et des 6 logements, intégrer beaucoup de variations différentes. Voilà, ça c'est l'avant-dernière image depuis ce dernier élément qui se retourne et où on voit les différentes maisons, et on comprend aussi le travail de la volumétrie, pourquoi la volumétrie s'interrompt à cet endroit, ce qui permet effectivement un dégagement, de dégager davantage la vue. Et puis voilà, une dernière image avec cet élément, ça devait être en hiver, cet élément donc qui est ici. On était tout à fait là-haut, et les différentes maisons, et on aperçoit là donc les différentes, ce que j'appelle les baignoires décalées. Je vous remercie.